Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité de ce lundi 11 janvier, les tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite continuent à s'aggraver. Dimanche dernier, le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir a accusé l'Iran d'interférer dans les affaires du pays. Il a appelé par ailleurs les membres de la Ligue arabe à l'unité dans le but de protéger la sécurité régionale. Ces ingérences sont gérées très sérieusement par le Royaume et avec une entière détermination. Il appartient également à la Ligue arabe, dans le sillage de ses objectifs, de protéger nos nations arabes et de préserver la sécurité nationale de nos nations, de nos populations et de nos ressources. À la demande de l'Arabie saoudite, les membres de la Ligue arabe se sont réunis dans la capitale égyptienne, Le Caire, pour une session extraordinaire. Ils ont discuté des dernières attaques ayant pris pour cible l'ambassade et le consulat saoudien en Iran. Le chef de la diplomatie saoudienne a déclaré qu'il souhaitait que la Ligue arabe adopte une position sans ambiguïté sur ces attaques qui ont suivi l'exécution d'un chef religieux chiite. Le Royaume a par ailleurs exhorté l'Organisation de coopération islamique, dont l'Iran est membre, à se réunir et à définir la position des pays islamiques sur cette question. La France a rendu hommage aux victimes des attaques du journal Charlie Hebdo et du supermarché Cacher, durant lesquelles 17 personnes avaient trouvé la mort il y a un an. Le président François Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont déposé une gerbe auprès de la statue de Marianne, symbole de la République française dans le centre de Paris. Madame Hidalgo a invité les Parisiens à se rendre sur la place avec des bougies dès 17 h et déclaré que désormais la statue de Marianne serait allumée en permanence. Le président Hollande a par la suite rencontré les familles des victimes sur cette même place. Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a indiqué que les forces de sécurité demeuraient en état d'alerte maximale en cas de nouvelles attaques. C'est de se souvenir des gens qui ont péri pour la liberté d'expression et laquelle est significative de l'identité de notre pays. Je pense que je suis une génération qui n'a pas connu la guerre, mais je ferai partie de la génération qui aura connu le terrorisme et malheureusement je pense qu'on va vivre avec pendant encore très longtemps. La tension monte alors que l'Europe continue de faire face à l'arrivée en masse de réfugiés. En Allemagne, la police a utilisé des canons à eau lors d'une manifestation d'extrême droite. Plus au nord, plus d'1 millier de Danois et de Suédois ont tenté de passer la frontière entre les deux pays sans leur passeport, malgré les contrôles qui y ont été réinstallés temporairement. La route vers le Danemark et la Suède devient de plus en plus compliquée pour les migrants et les réfugiés. Et les protestations se font de plus en plus sonores de chaque côté de la frontière. Il doit y avoir des solutions plus créatives que ça. Fermer les frontières, ce n'est qu'un acte de crise. Que dirions-nous si nous étions dans cette situation et que personne ne cherchait à nous aider? Je pense que toute l'Europe devrait aider. Ce qui fait dissension, ce sont les contrôles d'identité à l'aéroport de Copenhague, à la frontière avec la Suède. Cela signifie que la majorité des migrants et des réfugiés ne peuvent plus atteindre la Suède pour y demander l'asile, car très peu d'entre eux ont un passeport. Ces manifestants considèrent que ces contrôles ne devraient pas être autorisés. Cette semaine, lors d'une réunion d'urgence de l'Union européenne à Bruxelles, le Danemark et la Suède se sont mis d'accord pour retirer les contrôles aux frontières le plus tôt possible. Mais avant ça, ils veulent que le flot de réfugiés diminue significativement. Mais pour le moment, il est difficile de dire quand est-ce que cela se produira. Le 5 janvier, 21 corps ont été retrouvés échoués sur une plage turque, signe que même en hiver, nombreux sont ceux à vouloir tenter le voyage vers l'Europe. Même dans les pays dits accueillants, la tendance est celle d'une approche plus ferme face à l'arrivée des réfugiés. Samedi, dans la ville allemande de Cologne, une manifestation d'extrême droite a pris une tournure violente. La colère des manifestants était en partie alimentée par la vague d'agressions sexuelles, possiblement coordonnées, qui se sont produites lors des célébrations du Nouvel An à Cologne. Certaines de ces agressions auraient été commises par des demandeurs d'asile. Le Danemark reçoit bien moins de réfugiés que l'Allemagne, et cela constitue également un point sensible. Dans un pays comme la Suède, ils prennent bien plus de réfugiés. Et c'est pareil en Allemagne. Nous sommes entre les deux et nous ne participons pas réellement. Le gouvernement danois n'est pas d'accord avec ce point de vue.
Et cela pourrait favoriser l'organisation de davantage de manifestations comme celle-ci. Le ministre allemand de la Justice Heiko Maas a déclaré dimanche que la vague d'agressions à caractère sexuel ainsi que les viols qui se sont produits lors des festivités du Nouvel An à Cologne avaient été organisés. Heiko Maas a confié à un journal local que les autorités suspectent les assaillants d'avoir choisi une date spécifique où il y aurait foule pour commettre leurs méfaits. Le journal cite des rapports de police confidentiels qui révèlent que certains immigrés nord-africains avaient passé des appels sur les réseaux sociaux pour qu'un rassemblement ait lieu à Cologne le soir du Nouvel An. De jeunes hommes auraient répondu à ces appels au-delà même de l'Allemagne, en France et en Belgique. La police annonce qu'elle a désormais enregistré 379 cas de violence et que la majorité des suspects sont des demandeurs d'asile et des migrants illégaux venus d'Afrique du Nord. Ces allégations ont attisé les critiques à l'encontre de la chancelière allemande Angela Merkel et de sa politique libérale de la porte ouverte. Le ministre égyptien du tourisme Hicham Zahazou a déclaré samedi que le gouvernement annoncerait de nouvelles mesures de sécurité pour protéger les touristes après l'attaque qui s'est déroulée vendredi dans la station balnéaire de Hurghada près de la mer Rouge et qui a fait 3 blessés. Hicham Zahazou s'est entretenu avec des journalistes présents dans la ville après s'être rendu dans l'hôtel Bella Vista où 2 hommes armés de couteaux ont blessé 2 touristes autrichiens et un Suédois. Accompagné par le gouverneur d'Hurghada, il s'est également rendu dans l'hôpital où les touristes sont soignés pour leurs blessures. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les assaillants et ont tué au moins l'un d'entre eux après avoir donné l'assaut vendredi soir dans l'hôtel Bella Vista situé en bord de mer. Les assaillants sont arrivés par la mer et transportaient également une arme à feu et une ceinture d'explosifs. Les autorités ont renforcé les contrôles à travers la région et bloqué des routes. Selon une touriste allemande présente dans l'hôtel, les forces de sécurité et le personnel de l'établissement auraient très bien réussi à gérer la situation. Ils ont fait du bon travail. Les terroristes auraient pu pénétrer jusqu'ici. La sécurité et le personnel de l'hôtel ont très bien su contrôler la situation. Ils se sont montrés très calmes et bien organisés. Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de cette attaque. Mais l'Égypte fait face aux violences des militants islamistes et du groupe État islamique. Je voudrais déclarer que ce qui est arrivé est un événement important pour nous en tant que gouvernement, que nous renforçons constamment les mesures de sécurité dans le pays. Nous continuons à les améliorer, aussi bien pour les citoyens égyptiens que pour les touristes, afin d'assurer leur bien-être dans le pays. Le gouverneur d'Hurghada, Ahmed Abdallah, a également déclaré que les forces de sécurité avaient rapidement repris le contrôle de la situation. Si les mesures de sécurité n'avaient pas été aussi strictes, alors la réponse des forces de sécurité n'aurait pas été aussi rapide que ce que nous avons vu. Si elle avait pris plus de temps, nous aurions pu dire qu'il nous fallait renforcer nos mesures de sécurité. Cependant, dès que les 2 assaillants ont pénétré dans l'hôtel et ont attaqué des touristes, les forces de sécurité sont intervenues d'une manière très rapide et ont repris le contrôle de la situation. Selon l'agence de presse officielle, samedi, des hommes armés auraient abattu un policier et un soldat alors qu'ils circulaient dans leur voiture dans la région de Gizeh, dans les faubourgs du Caire. Le tourisme est crucial pour l'économie égyptienne en tant que source de devises, mais ce secteur a été ravagé par des années de troubles politiques depuis que la révolution a chassé du pouvoir le président Hosni Moubarak en 2011. Restons en Égypte où le Parlement nouvellement élu a entamé sa session d'ouverture au Caire. Le nouveau Parlement est dominé par une alliance loyale au président Abdel Fattah al-Sisi. Il comprend 568 membres élus plus 28 membres désignés par al-Sisi en personne. Il doit élire son président et débattre de centaines de lois passées par décret présidentiel en l'absence de chambre législative. Le précédent Parlement du pays avait été élu en 2011 et 2012 lors des premières élections libres après la fin de la présidence de 30 ans d'Hosni Moubarak. Un tribunal avait ensuite dissous le Parlement à la mi-2012. Les 596 membres du Parlement ont débuté leur travail dimanche. Dans le cadre de la nouvelle constitution égyptienne, les 2 chambres originales du Parlement ont fusionné en une seule assemblée. La coalition pour l'amour de l'Égypte, alliée au président al-Sisi, compte le plus grand nombre de candidats élus. C'est un parlement particulier car c'est le plus grand de l'histoire de l'Égypte. Le pouvoir de ce parlement est encore plus grand que celui des précédents. Certaines responsabilités présidentielles ont même été transférées à ce nouveau parlement,
Nous avons un Parlement qui possède pour la première fois certains pouvoirs habituellement réservés au président, ce qui en fait un Parlement très fort pour le pays. Ce nouveau Parlement compte 89 femmes députées, le plus grand nombre en plusieurs décennies, et pour la première fois un tiers de l'Assemblée composé de jeunes. Ce Parlement a également été constitué à un moment crucial pour l'Égypte. Il s'agit en effet du premier depuis le soulèvement qui a entraîné l'éviction du président Mohamed Morsi et du parti des frères musulmans du pouvoir et vu la montée en puissance d'Abdel Fattah al-Sisi. Des sujets importants attendent d'être réglés par la nouvelle Assemblée. Ratifier les lois qui ont été adoptées au cours des présidences du président par intérim Adli Mansour et d'Abdel Fattah al-Sisi. Environ 400 lois, pour certaines très importantes, devront être décidées au cours des 15 prochains jours. Ce sont leurs dossiers les plus importants. Des lois très importantes doivent être discutées, telles que les lois antiterroristes et celles sur les manifestations. Les Égyptiens semblent avoir confiance dans la capacité de succès de cette Assemblée. Nous espérons que cette nouvelle Assemblée pourra réussir à concrétiser nos rêves, car nous, Égyptiens, avons souffert pendant 32 ans sous la férule de Moubarak, ainsi que sous celle de Mohamed Morsi. Ce fut une période difficile pour les Égyptiens et pour l'État. Direction le Mexique où le trafiquant de drogue le plus recherché au monde, Joaquín El Chapo Guzmán, a été de nouveau capturé après s'être échappé d'une prison de haute sécurité il y a 6 mois. Le Mexique cherche désormais à l'extrader vers les États-Unis, mais les avocats de Guzmán déclarent qu'il utilisera tous les recours possibles pour éviter son extradition. Je vais répéter que nous nous trouvons dans un contexte constitutionnel entre le vrai et le faux. Étant que défenseur de mon client, je maintiens que la souveraineté nationale, la souveraineté des institutions mexicaines doivent être respectées pour le bon exercice de la justice. L'avocat de Guzmán s'exprimait depuis la prison d'Altiplano, située à l'extérieur de la ville de Mexico, où son client est retourné après 6 mois d'évasion. Le bureau de l'attorney général mexicain travaillera avec le plus de diligence possible pour permettre une extradition. Une source déclare que le baron de la drogue pourrait être envoyé aux États-Unis d'ici le milieu de l'année. Cependant, le moment opportun dépendra des injonctions déposées par les juristes de Guzmán. Le cartel del Chapo a fait passer pour des milliards de dollars de drogue vers les États-Unis et est accusé de milliers de morts là-bas ainsi que dans son pays en raison des addictions et des guerres de gangs. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. La Chine a connu une augmentation notable du nombre de drones civils. Afin de garantir que leur usage soit correctement réglementé, l'administration chinoise de l'aviation civile a dicté de nouvelles règles. Libin a commencé à apprendre la conduite de drone il y a à peine 3 mois. Mais maintenant, il a non seulement passé son test pour un permis, mais est aussi lui-même devenu un moniteur de conduite. Il pense que sans l'établissement de règlements spécifiques, conduire des drones pourrait être dangereux. Les drones ne sont pas des maquettes d'avions, ils sont plus gros et plus lourds. Même lorsqu'un drone de 7 kg tombe, il risque non seulement de s'écraser, mais en plus il peut blesser des gens. Si les gens faisaient voler des drones quand et où ils le veulent, ce serait la pagaille. Les collègues moniteurs de Libin sont d'accord avec lui sur les dangers. Ils disent qu'on devrait enseigner aux gens comment utiliser correctement les drones. Les hélices des drones tournent très vite. Elles pourraient donc aisément blesser des gens. Je pense qu'il est plus important pour les étudiants d'apprendre comment conduire en toute sécurité que d'apprendre les techniques. Les 2 instructeurs ne sont pas seuls dans leur passion des drones. Le nombre de pilotes de drones licenciés dépasse à présent les 2000 et jusqu'à 20 000 drones civils volent en Chine. Cependant, les drones soulèvent aussi des inquiétudes. En novembre de l'année dernière, un drone prenant une vidéo a presque percuté un avion de chasse en Chine. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait s'il n'y avait pas de règles de circulation concernant les automobiles, s'il n'y avait pas de critères pour le permis de conduire et les plaques d'immatriculation? C'est la même chose pour les aéronefs dans le ciel. Pour garantir que les drones sont correctement réglementés, l'administration chinoise de l'aviation civile a publié ses premières règles de circulation concernant leur usage. Elle classe les drones en 7 catégories en fonction de leur poids et de leur fonction. Et à différents types de drones, différents critères. Pour ces drones petits et légers, les règles sont relativement lâches. Ainsi, il sera pratique pour les gens ordinaires de s'amuser avec. Mais pour les drones gros et lourds, à but commercial, les règles sont plus serrées parce qu'ils représentent un danger potentiel pour les gens.
Les nouvelles règles vont standardiser le secteur. Nous avons à présent des instructions claires sur le rôle des capitaines et des pilotes et sur la procédure appliquée en mission de vol. Li Bin dit vouloir à présent affiner ses compétences afin de devenir un instructeur d'un niveau supérieur. Et il espère que sa carrière s'envolera. Un avion a été mis à disposition de l'équipe de recherche chinoise dans l'Antarctique. Selon les experts, il élargira le travail de recherche de la Chine en Antarctique, des zones côtières jusqu'au cœur du continent. L'avion peut également relier deux bases polaires chinoises qui sont séparées par 1300 km et faire un aller-retour sans avoir à se réalimenter en carburant. L'avion peut aussi transporter de l'équipement scientifique pour collecter des données le long de son trajet. La tâche la plus difficile pour cet avion baptisé Xueying a été son vol direct pour la station chinoise de Kunlun, le laboratoire le plus haut jamais construit sur le continent de glace. La station de Kunlun est la 3e station de recherche chinoise en Antarctique et la plus haute de toutes les stations de recherche du continent. Elle est située à 4087 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 7,3 km au sud-ouest de Dome A, qui est le lieu le plus haut de l'Antarctique et est considéré comme le lieu naturel le plus froid de la Terre. Les températures les plus basses peuvent atteindre moins 90 degrés Celsius. On considère que la station est le meilleur endroit pour un observatoire spatial. 3 télescopes Antarctica Schmidt y ont été installés depuis 2012 pour chercher des exoplanètes et des supernovas. Depuis son ouverture officielle en 2009, la station est devenue un lieu important pour détecter des changements dans la couche d'ozone, alors qu'elle se trouve au centre du trou dans celle-ci. Le CES, le célèbre salon de l'électronique, est le lieu de présentation des dernières innovations technologiques et se déroule chaque année au mois de janvier à Las Vegas, dans le Nevada. Cette année, on a pu constater une présence massive d'entrepreneurs chinois. Un réfrigérateur fonctionnant sous le système Android et venant de l'entreprise chinoise Haier. Plus de 20 nouveaux modèles d'ordinateurs dévoilés par le géant chinois de l'informatique Lenovo. Et cette année, lors du CES, des entreprises chinoises et des entrepreneurs ont représenté plus d'un tiers du nombre total d'exposants. De nombreux Chinois viennent ici pour y trouver davantage d'opportunités. Le cœur et l'âme de la présence chinoise vient d'entrepreneurs comme Wu Ziyun qui a lancé son entreprise de fabrication de téléphones mobiles à l'âge de 18 ans. 10 ans plus tard, elle effectue son premier voyage au CES pour vendre les scooters en équilibre de sa compagnie. Elle a reçu des commandes pour 10 000 pièces. Wu a mis l'accent sur l'obtention des certifications de qualité internationales dans l'espoir de rétablir la pauvre image des scooters chinois qui ont récemment provoqué des incendies. Nous devons nous concentrer sur la qualité pour faire savoir à la population du monde entier que la qualité chinoise n'est pas mauvaise, elle est bonne. Et quand des scooters provoquent des incendies, les habitations prennent feu et des gens vont mourir. C'est très dangereux. C'est la responsabilité du fabricant que de garantir la qualité et la sécurité. Et d'autres entreprises chinoises ont vraiment cloué les participants. 2000 œufs en réalité virtuelle de chez Deepun se trouvent dans des centres commerciaux de Chine. Nous apportons des œufs aux États-Unis pour la première fois. Durant les 3 jours du CES, nous avons déjà eu de nombreuses commandes pour ces œufs. Au CES, 10 clients ont commandé au total 1000 pièces. Combien de temps pouvez-vous passer là-dessus? Moins de 3 secondes. Et vous me mettez dessus durant 3 minutes. Oui, vous êtes suffisamment fort, j'ai trop peur. Les entrepreneurs chinois auxquels nous avons parlé reviendront l'année prochaine, à n'en pas douter, tout comme de nombreux acheteurs et investisseurs à la recherche de nouveautés. Les entreprises chinoises présentes au CES de Las Vegas sont non seulement venues en grand nombre cette année, mais également avec un large échantillon de produits, parmi lesquels des téléphones, des drones ou des téléviseurs. Malgré les centaines de drones présentés au CES, rivalisant pour capter l'attention du public, l'entreprise chinoise Erhang a révélé un drone qui les éclipse tous. Erhang 184 est le tout premier véhicule aérien autonome pour particuliers au monde. Il peut transporter une personne pesant jusqu'à 100 kg. Ce véhicule tout électrique est conçu pour emporter une personne jusqu'à plus de 3500 mètres de haut pendant une durée de 23 minutes. Après avoir sélectionné un plan de vol,
Le passager n'a plus qu'à appuyer 2 fois sur les commandes, une fois pour décoller et une autre fois pour atterrir. C'est complètement sans danger, car même si avec un rotor ou 2 ou 3 hélices ne fonctionnent pas correctement, cet appareil peut encore planer, encore voler, jusqu'à l'endroit le plus proche pour atterrir, en toute sécurité pour le passager. Huawei a présenté 4 nouveaux produits, dont 2 nouvelles smartwatches pour femmes et le smartphone Mate 8 qui annonce plus de 2 jours d'autonomie de batterie. Le Mate 8 possède également un appareil photo de 16 mégapixels qui incorpore un indicateur qui vous aide à prendre le meilleur cliché. Et si vous souhaitez prendre un selfie, vous n'avez pas besoin de faire cela. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de toucher un bouton situé sur l'arrière du téléphone, et voilà. Au sein de notre Consumer Business Group, nous consacrons environ 70% de notre effectif à la recherche et au développement. C'est relativement unique. Il s'agit véritablement d'une entreprise dirigée par la recherche et le développement. C'est pourquoi il y a autant d'innovations. Faraday Future a également révélé avoir conclu un partenariat stratégique avec l'entreprise chinoise LeTV, décrite comme le Netflix chinois. Ancien haut dirigeant d'un constructeur automobile chinois et à présent haut responsable chez LeTV, Ding Lei avoue même son sentiment de culpabilité d'avoir produit des véhicules polluant l'environnement. Il souhaite à présent produire quelque chose qui soit bénéfique pour l'humanité et l'environnement. Nous n'attendons pas les bras croisés qu'il arrive des changements. Nous, à LeTV et Faraday Future, sommes venus ici pour transformer et créer le futur. Il faudra attendre encore quelques années avant de voir Faraday Future livrer un véhicule sur le marché. Mais avec une équipe formée d'anciens employés d'Apple, de BMW, de la NASA, cette start-up spécialisée dans les véhicules électriques a confiance dans sa capacité à transformer le secteur automobile dans le futur. C'est ainsi que se conclut cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition de l'Africa Info.